Oh Et je me fais, boy. OK. Là, il y a comme, on dirait, un omerta dans la direction de l'époque ou un malaise. On veut pas en parler là, de ça, clairement, là, parce qu'on me donne pas... Tu sais, les réponses de Ray sont pas convaincantes. Régent Hull veut pas en parler. Et il me restait une dernière carte, celle de Pierre Boivin. What it do, baby? Gros pod. On est ici pour apprendre. Aujourd'hui, on va apprendre des choses. Puis pour de vrai, je suis quand même très content d'avoir fait ce podcast-là. Oui, parce que c'est avec mon boy Pat Laprade. Oui, parce que c'est Pat Laprade, bon, qui a écrit plusieurs livres, dont le tout dernier sur Émile Bouchard. Disponible partout où vous achetez des livres. Mais au-delà de ça, je trouve qu'Émile Bouchard, on n'en parle jamais. Genre, oui, il y a eu la campagne, puis Pat, il dit des affaires exclusives. Il y a eu la campagne de Ron Fournier, Back in the Days, quand j'étais plus jeune. Mais somme toute, lorsqu'on parle de Maurice Richard, lorsqu'on parle de Jean Béliveau, lorsqu'on parle de Henri Richard, Guy Lafleur, tous ces grands joueurs-là qui ont marqué l'histoire du Canadien en français au Québec, on oublie beaucoup Émile Bouchard. Donc, de pouvoir en apprendre un petit peu plus, puis d'en discuter avec Pat Laprade, c'était pour vrai un vrai honneur. Là. J'étais quand même pumped. Là. J'étais comme... Puis aussi de comprendre ce que ça prend d'écrire un livre. Moi, tu sais, je suis avec Pat à chaque semaine, donc c'est sûr que moi, je vois les ups and downs d'écrire un livre, les difficultés d'écrire un livre, puis de le voir réaliser ce lancement-là à la cage au sport, c'était très beau à voir, puis j'étais très content, malgré le fait que je suis arrivé en retard, j'étais très content d'être là pour lui, puis Pat, qui va être notre annonceur maison pour les 2 matchs à domicile, donc le 26 et 27 novembre de la Force de Montréal. Donc, achetez vos billets. Il reste encore des billets. Donc, achetez vos billets. Soyez présents, soyez loud, soyez intense, soyez dévoués, dédiés. C'est le temps de donner tout l'amour possible à nos joueuses de hockey féminin. On a plein de surprises pour vous aussi. On a plein de petits ajouts. Je pense qu'il va être intéressant au match. Puis jusqu'à la musique qui va être choisie, on est hands-on. So, si vous me connaissez, hein, je fais jamais les choses à moitié. Puis les choses seront pas faites à moitié avec la Force de Montréal. C'est pour les 2 matchs à domicile, surtout le premier à l'Auditorium de Verdun, le deuxième à Ville-Saint-Laurent. Donc soyez là. Sur ça, ça va écouter ma main Pat Laprade. Baby! Les billets, c'est sous le point de vente. Très content de l'avoir sur le pod, vous savez, à chaque fois qu'il sort un livre, il faut qu'il vienne nous en parler. Si c'est pas sur les antipodes de la lutte où on le prononce 450 millions de fois, disponible sur Cube, ça va tout sans restriction. Puis c'est ma main man, ma bro, my brother from another mother, presque blood. On est comme les Dudley Boys, hein? OK. Là, on est comme les Dudley Boys. Je suis là, c'est Bubba Ray, je vais être Devon. Mais j'espère. Pat Laprade, écrivain du livre on dit écrivain ou auteur, bro? On dit auteur. Auteur du livre sur Émile Bouchard, l'un des livres qui, je vous dis, vous allez découvrir des trucs sur Émile que vous avez jamais su. Je pense que tu me disais que son frère ou son cousin, ou sa famille découvrait des choses sur lui qu'ils savaient même pas, là. Ben oui, ses fils, sa fille ont découvert des choses parce qu'il y avait tellement un gros travail de recherche en arrière de ça que c'est normal, tu sais, que eux ils ont connu ce qu'ils ont connu puis ce que leur père leur a dit, mais moi j'ai été beaucoup plus loin que ça, donc même la famille a appris des trucs. OK, mais mettons, là, tu dis c'est un gros travail de recherche, mais c'est combien de temps? Ouais. Ah, ça, je calcule jamais, sinon je viendrais fou. Écoute, il fallait que je commence à calculer le temps que je passe sur un livre comme ça, là. C'est complètement insane, là. Je veux dire, je suis probablement payé moins de l'heure que quelqu'un qui fait des souliers Nike, là. Oh! Je veux dire, non, c'est même pas drôle, there, là. Pat, you went there! C'est même pas drôle comment je calcule jamais ça parce que je le fais pas pour ça, tu comprends? Je le fais jamais pour l'argent que ça me donne en bout de ligne. Je le fais jamais pour le temps que je passe là-dessus. Je le fais pour livrer un produit
que je suis content de livrer un produit avec lequel, tu sais, je suis fier une fois de ses sorties, puis je le fais pour laisser un leg. Tu comprends? Tu sais, sinon, malheureusement, au Québec, il y a un de mes éditeurs m'avait déjà dit qu'il y avait comme quelque chose comme des milliers et des milliers de livres qui sortaient là à chaque année. Je pense que c'est comme 20 000 livres qui sortent par année au Québec. Puis 20 000? Ben, il me semble, j'exagère peut-être, mais c'était dans les 5 chiffres. Et wow. il y en a là-dedans, là, beaucoup de ces livres-là vendent pas 500 copies de leurs livres. Là. Ben non. Tu sais, je veux dire, tu sais, les romans vont marcher beaucoup. Au Québec, tu sais, India Desjardins, Marie Laberge, tu sais, un roman, ça va fonctionner, des livres de cuisine comme Marie-Lou, mais sinon, tu sais, une biographie, ça va avoir un public, ça va aller chercher un certain auditoire, on va être capable la maison d'édition va être capable de rentrer dans son argent, de faire de l'argent même, mais ça demeure quelque chose, c'est toujours plus niche, la biographie, mais moi, c'est le format avec lequel je suis vraiment à l'aise. Mais on jase, là, OK? Ouais. Admettons, là, en termes de moi, parce que moi, je t'ai vu écrire le livre. Moi, là, dans le sens que j'ai su, quand tu l'as su, puis j'ai vu le processus, puis je me rappelle même que tu m'as dit, Kev, je me suis pas lavé depuis jeudi. Oh non! Wow! Non, mais wow. tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est juste pour dire à quel point c'est un truc, Pat, il dit, oh non! Juste pour dire à quel point c'est un travail de moine, là. Tu sais, mettons en termes de moi, là. Juste pour donner une idée aux gens qui se disent, ben, tout le monde peut écrire des livres, c'est facile. Parce que là, tu dis, il y a 20 000 livres qui sortent, mais sans rentrer dans le détail là, mais c'est difficile d'écrire des livres, là. Oui, puis le pire, c'est si je le dis en mois ou en année, tu vas faire comme ah ouais, c'est pas si long que ça finalement. Parce que moi, tu vois, j'ai commencé à travailler là-dessus en décembre 2020 et techniquement, j'ai terminé en février 2022. Fait que c'est un petit peu plus qu'un an. C'est pas si long que ça. Mais après ça, bon, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, quand le livre revient, une fois t'as envoyé ton premier brouillon, si tu veux, ou ton premier, c'est parce qu'en anglais, c'est draft, mais en français, je trouve brouillon, ça y porte pas justice. Ma première version, si tu veux. Okay. Ben là, ensuite, elle est corrigée, elle est éditée. Et là, elle te revient. Et là, toi, à ce moment-là, si tu as des ajouts à faire, c'est le temps. Si tu as des corrections à apporter, c'est le temps. Il faut que tu acceptes ou que tu refuses aussi qu'est-ce qui t'est proposé de la part de ta maison d'édition. Donc, c'est sûr, il y a un travail là aussi qui s'est fait à quelque part au début de l'été, là, peut-être, là, tu sais. Mais comme tel, l'anecdote que tu racontes, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais, pour Butch Bouchard, on m'avait demandé d'écrire une biographie de à peu près 70 000 mots. Wow! Et rendu à la dernière fin de semaine, en février, j'étais rendu à 125 000. C'est fou, ça. C'est fou. Fait qu'il fallait j'en coupe. Là, j'ai parlé à mon éditrice. Puis on s'est mis d'accord qu'il fallait que je pouvais en livrer 100 000. Donc, c'est quand même 30 000 de plus de ce qu'on m'avait demandé, là. Pas loin de 50 % de plus. Mais elle était à l'aise d'avoir une version à 100 000. Puis bon, mon expérience me dit aussi souvent, tu sais, ils mettent un nombre de mots, mais une fois qu'ils reçoivent la version, s'ils pensent que c'est bon, ils vont le laisser comme tel. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Tu sais, au final, je pense que j'ai 103 000 mots. Mais cette dernière fin de semaine-là, je sais pas si tu sais, là, mais couper 25 000 mots, là, ça se fait pas rapidement. Et c'est ça, j'ai commencé à travailler, je pense, le jeudi soir, puis à un moment donné, le samedi, j'ai comme fait, voyons, qu'est-ce que ça sent ici? Et je pensais que c'était mes vidanges. C'était pas mes vidanges. J'avais oublié de prendre une douche tellement j'ai travaillé longtemps là-dessus. Fait que j'ai pris une pause. Ça a été salutaire. J'ai trouvé que c'était comme une des meilleures anecdotes que tu m'as racontées parce que je savais que tu travaillais fort sur le livre. Puis ça me montrait à quel point à quel point t'étais invest. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec le 25 000 mots qui reste? Est-ce que tu le gardes dans un genre de... Tu sais, dans les films, là, t'as Editor's Cut, là, ouais. Editor's Cut, là, t'as le extra, là. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le monde du livre, genre? Ben, ça dépend ce que tu coupes. Si tu coupes un paragraphe ou plusieurs paragraphes, un à la suite de l'autre, oui, ça, tu le mets dans un fichier Word à part, puis tu te dis, bon, là, je l'enlève maintenant, là, mais on va voir si, tu sais, je reprendrai pas une partie de ça. Okay. Mais des fois, tu vas couper des mots à l'intérieur d'une idée, d'une phrase, d'un paragraphe. Ça, tu fais juste delete, puis tu sais, t'effaces, puis tu vis avec. Mais ce que j'avais fait, par contre, c'est que j'avais gardé aussi la version brouillon, là.
Ouais. Et j'ai travaillé sur une deuxième version brouillon. Comme ça, ben j'avais aussi ma version de 100... d'après moi, ma version de 125 000 mots, je l'ai encore, là, d'après moi. Ah Mais ouais. ouais, ben comme ça, tu sais, tu perds rien parce que veux pas, je les ai écrits ces mots-là, puis des fois, c'est des idées, des anecdotes, des citations. Tu fais comme ouais, ok, peut-être que c'était peut-être pas si nécessaire que ça. Donc, on va y revenir, on va y revenir ou on y reviendra pas, mais au moins c'est là, ça existe. Est-ce que t'as déjà parce que, tu sais, mettons, moi, je me rappelle, c'était des travaux de 500 mots. Mais, tu sais, mettons, tu fais... non, mais tu fais un travail d'école, pis là, il y a, le fichier est rompu, ça marche plus, t'as tout perdu. Tu déjà arrivé de tout perdre? Non, t'es fou, toi? Je peux pas tout perdre. Hey, je pleurais ma vie, t'imagines? Non, j'ai des backups de backup. Ok, ben c'est ça que j'allais te demander, parce que je te connais, puis je suis comme... C'est sûr que Pat, il y a 8 disques durs en ce moment. Ah non, habituellement, j'ai 3 backups. Là, j'ai la version sur laquelle je travaille, puis je me fais des backups régulièrement, puis sauvegarder régulièrement. Ben, tu sais, à cette heure, ça va. Moi, j'ai connu Word dans le temps où il fallait que tu sauvegardes, sinon Word de lui-même sauvait pas grand-chose. À cette heure, bon, les sauvegardes se font automatiques, puis bon, c'est un peu plus, un peu moins pénible si jamais, là, je sais pas moi, t'as ton ordi plante, puis Ouais. t'as perdu ta version, mais non, tu fais attention, puis tu perds, tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de perdre peut-être un paragraphe que je venais d'écrire ou quelque chose comme ça, mais jamais plus que ça, parce que ça t'arrive une fois, puis après ça, à vie, tu fais attention, puis tu gardes tu gardes plusieurs versions. Bon, là, on a parlé d'écrire tout, là, mais là, on va parler du contenu. Là. Parle-moi un peu de Butch, là, tu sais. Et les gens, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le pod, puis quand je dis jeune, je me considère là-dedans, tu sais, 30 ans et moins. Moi, j'ai connu Butch à cause, grâce, je veux dire, à cause, mais grâce à Ron Fournier. Quand il avait fait toutes ces démarches pour que le chandail soit retiré, je me rappelle, quand je me couchais le soir, je m'endormais sur Run, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont aucune idée c'est qui. Voilà, le chandail retiré, mais ils ont aucune idée c'est qui. Parle-moi un peu de Butch, là. Ben, Butch Bouchard, ça a été un des plus grands défenseurs de l'histoire du Canadien, un de ses plus grands capitaines également. Jean Béliveau puis d'ailleurs, je le cite dans le livre, Jean Béliveau a déjà dit il avait modelé son rôle de capitaine sur Butch Bouchard. Et on considère Jean Béliveau aujourd'hui comme un des plus grands capitaines de l'histoire de la LNH. Donc, c'est pas rien. Ça a été un joueur qui a commencé au début des années 40, à un moment où le Canadien de Montréal, le Kev, là, c'est aucunement la dynastie qu'on lui connaît aujourd'hui, là. L'équipe, là, elle existe depuis, on le sait, là, 1909, mais en 1941, quand Butch arrive, ils ont 4 Coupes Stanley gagnées, là. Il en manque 20, là, pour arriver aux 24 qu'on a aujourd'hui. L'équipe a pas fait les séries ou a fini dans les bas-fonds de la Ligue, même si la Ligue avait 6, 7, 8 équipes, tout dépendamment des années. Ça va pas bien. Il y a 3 Québécois francophones seulement dans l'équipe. Tu sais, c'est loin là de ce qu'on a entendu parler par la suite, tu sais, avec les années 50, les 5 coupes en ligne, les 4 coupes des années 70, tout ça est pas encore arrivé. Et Butch arrive dans ce contexte-là où, ben justement, il décide de prendre sur lui de bien représenter ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, les Québécois francophones, de bien les représenter et d'être un peu un genre pas... je veux pas dire le mot héros parce qu'il y a personne qui peut vraiment se dire héros, mais tu sais, juste d'être une personne sur qui les Canadiens français pouvaient, les fans pouvaient au moins dire « Hey, il y en a un de nous autres là qui est en train de réussir avec le Canadien de Montréal, puis il va bien. » Puis l'année d'après, ben c'est Maurice Richard qui est arrivé dans l'équipe. C'est drôle parce que j'explique dans le livre que le Canadien à ce moment-là vit une reconstruction, comme quoi... les reconstructions chez le Canadien, ben oui, exactement, tu sais, ça passe et ça vient, parce que justement, tu sais, l'équipe va compter sur des jeunes joueurs, puis des jeunes joueurs là qu'on a entendu parler là toute notre vie, là, les Elmer Lack, les Maurice Richard, les Butch Bouchard, c'est le noyau de jeunes qui arrivent avec l'équipe au début des années 40 et avec un nouveau coach qui est Dick Irvin, qui va vraiment venir changer la face de l'équipe. Puis en 1944,
après 13 ans sans Coupe Stanley, ce qui était, pendant longtemps, ça a été la plus longue disette du Canadien, avant celle qu'on connaît maintenant, là, évidemment, là, qui va faire, je peux pas croire, ça va faire 30 ans l'année prochaine, mais c'était la plus longue disette, donc il remporte la Coupe en 44. Fait que Butch arrive dans ce contexte-là et commence à s'établir comme un défenseur, mais un défenseur surtout défensif. Et c'est ça qui est un peu trompeur, et c'est pour ça que Ron est important. Tu sais, ce que tu me dis là de Ron, là, c'est exactement ce que je trouve le fun dans Butch Bouchard, c'est que même s'il a pris sa retraite en 1956, 40 ans plus tard, ben, il est revenu dans l'actualité, même 50 ans plus tard, il est revenu dans l'actualité avec Ron Fournier et avec son fils, un de ses fils, Jean Bouchard, qui était avec Ron Fournier dans cette croisade-là pour faire retirer son chandail. Et il y a une toute nouvelle génération de fans qui l'ont connu, puis ils l'ont connu pour les bonnes raisons, parce que Butch Bouchard se connaît pas en chiffres, il faut le connaître en mots. Et c'était ça un peu le but aussi du livre. C'est que si tu rebats sur HockeyDB, là, les statistiques à Butch, là, les statistiques plutôt à Butch, sont vraiment pas convaincantes, là. Ouais, tu sais, c'est un défenseur défensif. C'était. Il était plate à regarder. Ben, c'est ce que les gens vont dire. Écoute, il y a 193 points en 786 matchs. Ouais. Tu comprends? Puis, mais par contre, puis il n'a jamais gagné le trophée Norris parce que le trophée Norris est arrivé, puis il restait deux saisons et demie là, à Butch. Donc, c'était pas ses meilleures années, évidemment. Il était en fin de carrière. Mais il y a des années où si le trophée avait existé, ben, il l'aurait gagné. Tu sais, il a fait les premières équipes d'étoiles. Butch, il a participé au premier match des étoiles de la Ligue nationale en 47. Wow! Tu sais, puis, au milieu des années 40, Butch est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et, ben, c'est ça. Puis, il faut lire sur Butch pour pouvoir bien saisir à quel point ça a été un grand joueur. Et encore plus, à quel point il a été important dans l'histoire du Canadien. Puis, aussi à quel point je pense que dans l'histoire du Canadien, mais aussi dans l'histoire des francophones, là, c'est un terme qui revient quand même souvent dans tout ce que tu dis. Puis, mettons Butch, là, je regardais les photos quand tu m'as donné le livre, encore une fois, merci pour le livre, puis j'ai pas encore, ça s'en vient. Ça va aller plus vite qu'André Géant, je te confirme. Mais... je nous le souhaite tellement. Je pense que la sphère antipode au complet me le souhaite. Là. À chaque fois que je croise quelqu'un, je suis comme, yo, foutez-moi la paix, man. Mais, tu vois, je pense que j'ai lu au moins 12 livres depuis que tu as commencé à lire le Géant. Foutez-moi la paix, man. Yo, dans un livre de 800 pages sur le baseball. Moi, je l'ai dit dans Goli, c'est pas la vitesse qui compte, c'est l'intention qui compte. Parce que la lecture, c'est personnel. Démocratisons la lecture. Prendre 8 ans pour lire un livre, je suis pas sûr. Je coupe ce bout-là? Va couper ce bout-là. Je le coupe. Hey! Disrespect my reading habits. Non, mais avec plus de sérieux. OK, so, oui. Tu sais, mettons, plus de sérieux, comme si le podcast était sérieux. Mais parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'ils vont peut-être avoir le réflexe de faire « Ah, OK, c'est un podcast sur Butch. » Puis que là, ils vont commencer à écouter 2-3 minutes puis qu'ils vont faire « Oh shit, c'est vraiment nice, j'en apprends. » So, on sait que Maurice a eu un impact important sur la francophonie. Ouais. Est-ce que Butch a eu aussi ce rôle-là où lui, c'était vraiment strictement hockey? Non, au contraire. En fait, Maurice, l'impact qu'il a eu, c'est par son jeu, par ses skills, par ce qu'il apportait sur la patinoire, ses exploits, ses records, ses buts. Ça, c'est parce que Maurice le faisait pas intentionnellement. Maurice, c'était pas celui qui voulait être ce porte-parole-là des Canadiens français. Il l'a été par défaut parce que il était tellement spectaculaire sur la patinoire. Butch, lui, c'était un peu plus organisé. Butch voulait faire quelque chose pour l'émancipation des Québécois francophones de l'époque. Et lui, c'est d'ailleurs, puis il y a une scène dans le film Rocket où Patrice Robitaille, qui joue le rôle de Butch Bouchard, dit à Roy Dupuis, qui joue le rôle de Maurice, quelque chose comme, tu sais, tu devrais
sais, c'est important que tu t'exprimes bien, c'est important que tu fasses quelque chose pour les Québécois. Tu sais, tu peux pas juste dire ah ben Monsieur Richard, vous avez eu 50 buts, puis t'excuser quasiment d'avoir eu 50 buts. Affirme-toi, sois là, les gens vont te suivre. Tu sais, puis bon, c'est pas dans ces mots-là, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Puis Bush a été un peu ce leader-là, autant pour Maurice que pour le reste des Canadiens français. Donc lui, il voulait vraiment, puis ça a été un peu quelque chose qui l'a suivi toute j'allais dire toute sa carrière, mais toute sa vie également. Tu sais, c'est quelqu'un qui a fondé les Ducs de Longueuil au baseball junior, équipe qui existe encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été président des Royaux de Montréal, donc s'est impliqué dans le baseball. Les Royaux de Montréal, comme tu sais, qui ont déjà été l'équipe de Jackie Robinson dans les années 40. Bon, c'est quelqu'un qui a participé à la création de la LHJMQ. Donc, quand on parle de la Révolution tranquille dans les années 60, puis on dit souvent que l'émeute, la fameuse émeute avec Maurice Richard qui avait été suspendu et le président de la Ligue qui s'était présenté au match, puis ce qui avait fait en sorte qu'il y avait eu une émeute qui s'était créée ce soir-là. C'était en 1955 et cette émeute-là, on dit souvent qu'elle a été un peu les premiers pas de la Révolution tranquille. C'était le peuple québécois qui se révoltait contre les anglophones, contre les boss anglophones. Puis bon, Clarence Campbell représentait ce côté-là. Et puis, mais à la lumière de mes recherches, et les gens vont le découvrir dans le livre, c'est que Butch, lui, est vraiment au cœur de la Révolution tranquille, puis il joue même plus dans les années 60. Mais il y a la création de la GMQ. Il fait partie d'un groupe d'associés, d'hommes d'affaires, en fait, dans l'est de la ville, qui ont été consultés pour savoir où l'UQAM serait implanté. Wow. Non, mais c'est ça, tu sais, parce que lui, il avait un restaurant dans l'est de la ville sur ce qui est maintenant le boulevard de Maisonneuve, pas tellement loin d'où on tourne notre podcast d'ailleurs, le Saint-Hubert et Saint-André de Maisonneuve. Il y avait un restaurant là qui a eu pendant 30 ans, la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70. Donc c'est un homme d'affaires respecté, c'est un restaurateur respecté et ben il a mis ça à contribution pour justement développer le côté francophone du milieu des affaires dans l'est de la ville. Donc tu sais, lui a vraiment été au cœur de cette révolution tranquille-là. Puis avec le Canadien, ben il l'a été encore plus. Je disais tantôt qu'il y avait 3 Québécois francophones au début, quand lui a commencé. Ben par le moment qu'il prenne sa retraite en 56, ben là, je pense qu'il y avait une dizaine de Québécois francophones qui jouaient avec le Canadien de Montréal, dont évidemment Maurice, mais Henri Richard, Jean Béliveau, Boum Boum Geoffrion. Il a été un des premiers entraîneurs à Boum Boum dans le junior Butch également. Jacques Plante était là, Jean-Guy Talbot, tous des noms qu'on a entendu parler si vous avez déjà un peu lu là sur l'histoire du Canadien. Mais là, tous ces Québécois francophones-là faisaient partie de l'équipe. Puis c'est en grande partie à cause du travail que Butch et évidemment Maurice avaient fait, chacun à leur manière, chacun à leur façon, des années auparavant. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tu qu'est-ce ou dit n'importe quoi sans restriction. Là, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu un gros blow-up sans restriction. Là. C'est à gauche, à droite. Yo! Ça coûte cher, oui? Ça coûte cher! Foot. Ça coûte cher! Achetez du stock. Zonecarrière.ca. OK, là, il est rentré dans le Hall of Fame. Il est rentré dans le Hall of Fame en 66, je pense, ouais. Comment ça se fait que ça a été aussi long? Parce que là, si tu rentres dans le Hall of Fame, ça veut dire qu'on sait, là. Là, t'as été capitaine du Canadien, gagne des Coupes Stanley, fait la Révolution tranquille ou joue un rôle important là-dedans, rentre dans le Hall of Fame, puis ça a appris que le monsieur de la radio se fâche? Écoute, ça, là, c'était pour moi une affaire qu'il fallait absolument aborder, mais je voulais vraiment l'aborder d'un point de vue journalistique.
il y avait jamais personne qui avait vraiment poussé une enquête approfondie à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je vais te raconter des choses que j'ai jamais racontées. Je sais que t'aimes ça. Let's donc, go! Donc, ça, c'est une clip du podcast. Donc, moi, premièrement, évidemment, j'avais beaucoup parlé à Jean Bouchard, l'un des fils de Butch, qui avait été un peu le bras droit de Ron Fournier dans cette cavale-là. C'est lui qui lui fournissait un paquet d'informations, qui allait chercher les contacts de certains anciens, certains contemporains à Butch qui avaient joué contre ou avec et tout ça. Là, on a entendu les Gordie Howe, Ted Lindsay de ce monde là, parler avec Ron ou à la radio, puis bon, ça venait beaucoup de Jean Bouchard. Donc moi, Jean Bouchard m'avait donné un peu sa version. Mais là, évidemment, il fallait que je parle à Ron. J'avais pas le choix de parler à Ron. Et je me rappellerai toujours, Ron m'avait dit, le retrait du chandail, c'est-tu juste un paragraphe ou ça va être un chapitre? Ben, je dis, Ron, ça va être un chapitre certain. Bon, il dit, parfait. Il dit, reste là, je te raconte toute l'histoire. Bon, je dis, parfait. Mais avant ça, j'avais fait certains devoirs. Donc, moi, j'avais parlé à Régent Houle. Régent Houle, qui a connu Bush dans ses capacités de président des Anciens Canadiens, rôle qu'il a encore aujourd'hui. Et là, Régent Houle, je lui pose des questions sur Butch, sur Pierre également, parce qu'il y a une partie du livre qui est consacrée également à Pierre Bouchard, qui est le fils de Butch, qui a joué pour le Canadien des années 70, mais qui a aussi une longue carrière dans les médias. Il a animé à la radio, il a été le premier commentateur avec Pierre Houd à RDS pour le hockey. Bref, Pierre Bouchard est là également. Donc, Régent a bien connu la famille. Et à un moment donné, je pose une question à Régent Houle et je lui demande, le retrait du chandail, là, j'ai dit, est-ce que c'est un honneur qui était mérité selon vous? Et évidemment, il me dit oui. Il développe un peu. Et là, je lui demande, mais pourquoi ça a été, qu'est-ce qui faisait que ça a été, que le Canadien de Montréal n'a pas retiré avant? C'est pourquoi il a fallu une campagne pour en arriver là. Et là, Régent Houle s'est complètement fermé. Il n'a pas voulu répondre à ça. Complètement. Puis c'est correct, je veux dire, c'est son droit. Moi, je l'interview, puis il se ferme à ça, puis c'est correct, pas de problème, M. Houle. Je passe à une autre question, puis on n'est pas moins bon amis pour ça. Une autre personne à qui je voulais parler, c'était Ray Lalonde. Ray Lalonde qui s'occupait du marketing chez le Canadien de Montréal à ce moment-là, dans les années qui ont précédé le centenaire du club. Et puis, moi, on m'avait toujours dit que Ray Lalonde, là, c'était un de ceux qui pesait beaucoup dans la balance là, pour savoir qui était pour avoir des numéros retirés. Parce que si on se rappelle, je fais juste un petit retour en arrière, jusqu'à la fermeture du forum, il n'y en a pas beaucoup de numéros retirés. Tu sais, t'as les incontournables, là, Maurice, Henry, Jean Béliveau, Jacques Plante, Doug Harvey, Guy Lafleur, mais, Howie Morenz, mais c'est pas mal ceux-là. C'est dans les préparations du centenaire, en 2005, qu'on commence à en retirer davantage. C'est là que les Serge Chavard, Bob Gainey, Yvan Cournoyer, Boum Boum Geoffrion, Patrick Roy, Larry Robinson, toute cette gang-là, c'est là que les numéros ont été retirés. Et il s'était formé un genre de comité. En tout cas, moi, on me décrivait ça comme ça. Il y avait comme un comité qui avait été formé de journalistes, d'anciens joueurs pour un peu déterminer qui... il y avait des critères et tout ça pour déterminer qui on allait retirer le chandail. Donc, moi, je parle à Ray Lalonde qui pesait beaucoup à ce moment-là dans cette équation-là. Et j'essaie de rejoindre Ray, donc j'ai son numéro, je l'appelle, il répond pas, je lui laisse un message. Et moi, tourne un message texte. Il dit, c'est à quel sujet? Mais juste comme ça, là. C'est à quel sujet? OK, j'y explique ce que je lui avais dit sur sa boîte vocale. Et là, j'ai pas de nouvelles. On était jeudi soir, jeudi en fin de journée. Je dis, le week-end arrive, moi, il a laissé le week-end, il est peut-être occupé. J'essaie de le rappeler le lundi. Le lundi, il répond pas. Il me renvoie un message texte. Il dit, dans 10. Pas bonjour, rappelez-moi dans 10 minutes. Je reçois 2 mots, là, dans 10. Je prends pour acquis dans 10 minutes, je le rappelle. Et là, je reçois un autre message qui dit, est-ce que tu peux m'envoyer les questions? Je dis, oui, pas de problème. Fait que j'envoie les questions. Et là, je l'appelle après le 10 minutes. Il me répond pas.
Et là, il me répond par texto, puis il me dit « Je manque de temps ». Et là, il répond par texto à mes questions. Mais il répond à mes questions, là, pour vrai, là. Tu sais, mettons à la question, est-ce que vous croyez que la campagne menée par Ron Fournier et Jean Bouchard a aidé à faire avancer le dossier? Et la réponse a été, plusieurs facteurs différents et ponctuels ont contribué à ces décisions. Pas besoin d'une campagne pour réaliser leur contribution. Ah, Là, je suis comme fait, wow, OK. Est-ce que vous pensez que c'était mérité? Il me dit oui, bien mérité. OK, tu peux-tu moins développer dans la vie, là? Ouais, c'est ça. C'est dans le sens qu'il veut juste s'en débarrasser, là. Ben, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Puis là, moi, je suis pas nécessairement content des réponses. Puis je lui avais dit, si on n'est pas pour le faire au téléphone, je risque d'avoir des sous-questions. Fait, j'ai des sous-questions et les réponses demeurent quand même vagues. Puis, tu sais, entre autres, bon, on sait, Butch Bouchard, son numéro est retiré en même temps qu'Elmer Lack. Fait que ma question a été, ben, pourquoi les deux ensemble? Et la réponse a été, ben, pourquoi pas Elmer Lack avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Steve Schott avec Jacques Lemaire? Il n'y avait pas d'option absolue. C'était la conclusion du centenaire. Terminé. Bonne rédaction. Et je me fait, OK. Là, il y a comme, on dirait, un omerta dans la direction de l'époque ou un malaise. On veut pas en parler là, de ça, clairement, là, parce qu'on me donne pas... Tu sais, les réponses de Ray sont pas convaincantes. Régent Hull veut pas en parler. Et il me restait une dernière carte, celle de Pierre Boivin. Fait que j'avais déjà laissé un message à Pierre Boivin. Et là, je parle à Ron. Et dans l'entrevue avec Ron, à un moment donné, évidemment, bon, il m'explique tout ce qui s'est passé. Puis, à un moment donné, le nom de Ray Lalonde arrive. Puis, j'ai parlé à Ray. Qu'est-ce qu'il y avait à dire, Ray? Puis là, je lui explique ça. Pas besoin d'une campagne. Et là, c'était très drôle parce que Ron, on dirait qu'il me parlait plus à moi. Il parlait à Ray. Il était comme, ben là, Ray, voyons. Tu peux pas dire ça, Ray. Tu peux pas dire ça. Pas besoin d'une campagne. Voyons, Ray. Et écoute, je pleure. Moi, j'essaie de garder mon sérieux parce que je comprends que Ron n'est pas content. Puis c'est pas drôle ce qu'il veut dire, mais tu sais, c'est à la Ron, là, imaginez-vous, j'ai une mauvaise imitation, mais imaginez-vous Ron Fournier. Non, c'est une très bonne imitation. Une très bonne imitation. Tout le monde est capable de picture Ron en ce moment. Écoute, fait que finalement, à ma grande surprise, parce que ça faisait déjà une semaine ou deux, j'avais laissé un message à Pierre Boivin. Puis là, moi, j'étais prêt à écrire ça dans le livre. Moi, là, si Pierre Boivin me rappelle pas, moi, ce que j'écris, c'est qu'il y a un omerta autour du retrait du chandail de Butch. Et cet omerta-là, ben, tu sais, j'ai essayé de parler à des gens, puis j'ai jamais eu de réponse. Puis bon, c'était ça que je m'en allais expliquer. Toi, t'allais foutre la merde, là. Ben, pas foutre la merde, mais expliquer que, voyons, tu sais, on est 10 ans après, puis on n'est toujours pas capable d'avoir des bonnes réponses. Ah, mais on s'entend, t'aurais foutu la merde, là. Ben, peut-être, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, donnez-moi du jus si vous voulez pas que pour employer tes mots, que je foute la merde. Puis c'était pas ça mon but premier. Moi, je voulais juste avoir des réponses. Et là, Pierre Boivin m'appelle. Et Pierre Boivin, Kev, une classe, mon gars, là. Il a pris du temps. Il m'a donné des bonnes réponses, des réponses qui me satisfaisaient, dont une réponse pour laquelle j'ai rappelé Ron après avoir parlé à Pierre Boivin, où il me disait, ben oui, c'est sûr que c'est la campagne qui nous a fait ouvrir les yeux par rapport à Butch. Ben oui, il le savait, tout le monde le sait, mais il y avait personne qui voulait me le dire. Puis en même temps... Juste le fait qu'il l'ait avoué, c'était gros parce que le Canadien de Montréal avoue très rarement leur tort, là. On s'entend, là? Puis non, tout à fait. Puis en même temps, je me disais, c'est la meilleure personne pour me l'avouer parce que c'était lui le président. C'était lui en dernier qui avait, j'imagine, à quelque part, le dernier mot. Tu sais, je veux dire, Régent, c'est le président des Anciens Canadiens. Ray, c'est un employé tu sais, Pierre Boivin était plus haut dans la hiérarchie que Ray. Fait que je me disais, c'est la bonne personne. Puis il m'a donné, tu sais, les bons... Il se rappelait pas nécessairement de tous les critères, mais il m'avait expliqué que il y avait des critères qui faisaient en sorte que Butch, tu sais, il les avait pas tous. Puis c'est sûr qu'il y avait beaucoup de statistiques autour de ça. Puis entre-temps, j'avais également parlé à Bertrand Raymond, l'ancien journaliste du Journal de Montréal, qui, lui, avait été... tu sais, quand je disais il y avait un comité, ben, lui en faisait partie, puis il m'a expliqué un peu c'était quoi. Il dit c'était pas un comité dans le sens que on s'est rencontrés là, tout autour d'une table pour en discuter. Moi, j'ai été consulté comme d'autres journalistes ont été consultés, puis il dit pas qu'on l'aimait pas, Butch, mais il dit on l'avait pas vu jouer.
Fait que c'est sûr qu'on a peut-être été un petit peu plus penché à parler des joueurs qu'on avait vus, des joueurs des années 70, 80. Puis quand on regarde la liste, c'est un peu ça, là, tu sais, les Robinson, Roy, Savard, etc. Tu sais. Et fait que entre ce que Pierre Boivin m'a donné comme réponse, tu sais, par exemple, il me disait pour Lac et Bouchard, ben à partir du moment qu'on a révisé le dossier de Butch, on s'est demandé s'il n'y en avait pas un autre à réviser. Et ce que lui, il voulait surtout éviter, c'était un hommage à la Boum Boum Geoffrion. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais Boum Boum Geoffrion, son numéro a été retiré, puis Boum Boum est décédé le matin même de l'hommage. Ouais. Et Pierre Boivin, pour lui, c'est une des plus tristes journées qu'il a vécues comme président du Canadien, puis il voulait surtout pas que ça se répète une autre fois. Hey, ça m'avait marqué, man. Ça m'avait marqué. Moi, j'étais au match. Moi, j'étais au match ce soir-là, imagine. L'ambiance, là, c'était assez lourd, là, tu sais. Et là, ben, Elmer Lack était un des plus vieux, sinon le plus vieux avec Butch à ce moment-là. Les deux avaient joué à la même époque. Donc, ça allait de soi, là. Mais, tu vois, puis les lecteurs vont pouvoir voir, l'histoire des numéros retirés chez le Canadien de Montréal, elle est complexe puis elle est compliquée. Parce qu'Elmer Lack, il avait déjà eu une cérémonie dans les années 70. Puis on l'a jamais reconnu plus tard. Fait que les numéros retirés, là, ça a été quelque chose d'assez compliqué dans l'histoire du Canadien. Ça s'est continué avec Butch, mais au moins, j'étais content d'avoir des réponses et des bonnes réponses. Puis, pour vrai, Pierre Boivin a été d'une classe hors pair. Puis, il a été très transparent par rapport à tout ça. Puis, je pense que ça ajoute au livre. Donc, moi, je pense que quelqu'un qui lit ce chapitre-là, ben, il y a pas un article, il y a rien qui a été écrit d'aussi complet sur le retrait du chandail de Butch, parce que j'ai vraiment parlé à tous les intervenants. Là, je t'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a d'autres là, qui sont ajoutés à la cavale à un moment donné, là, que ce soit l'actuel maire de Saint-Jérôme, qui était professeur à l'époque, puis qui avait impliqué ses élèves là-dedans pour faire de la recherche, pour trouver encore plus d'arguments pour que Butch, son numéro, soit retiré. Il y a plein de monde qui ont décidé d'embarquer. Puis, ben, toute l'histoire est dans ce chapitre-là, mais j'étais content de pouvoir au moins compter sur quelqu'un du Canadien qui puisse me donner un peu l'heure juste. Mais man, c'est assez phénoménal puis historique, là. Tu sais, comme, pour vrai, ben, tu sais, je considère que je connais quand même bien mon hockey, là. Puis, tu sais, quand Ron a fait sa campagne, moi, j'ai tout le temps dit, il y a Anguille sous roche. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on a une explication là-dessus, puis ça, c'est nice. Ouais. Puis tu sais, les explications, la famille a longtemps pensé que c'était un peu le passé indépendantiste ou nationaliste plutôt, peut-être pas indépendantiste, mais nationaliste de Butch qui lui avait coupé un peu les ponts avec les Molson. Puis pourtant, c'était pas... ben, en tout cas, moi, il y a rien qui me confirme que c'est le cas, parce qu'en fait, c'est le contraire. Quand les Molson sont arrivés aux propriétaires du Canadien, ben, une de leurs premières décisions a été là, de faire en sorte que le numéro de Butch soit retiré. Donc, mais il y a eu un paquet de rumeurs au fil des années, et ben, toutes les réponses sont finalement là-dedans, puis c'est un des chapitres que je suis vraiment fier. Ah, mais man, moi, je suis vraiment content que tu aies pris le temps de venir sur le pod, puis de jaser de Butch, puis de jaser des histoires. J'encourage tout le monde à aller chercher le livre. Non seulement d'aller le chercher, mais de le lire, de l'offrir, tu sais, tu vas à la librairie locale. Oh, vas-y. Puis ce que j'aime, Kev, aussi, je veux pas t'interrompre là-dessus, mais ce que j'aime aussi, c'est que les gens vont aussi apprendre pas juste l'histoire de Butch. Moi, mon mandat, c'était d'écrire l'histoire de Butch à travers l'histoire du Québec, l'histoire du hockey, l'histoire du Canadien de Montréal. Puis ça, c'est un volet très important. Et parce que, bon, Butch a commencé à jouer durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est pas n'importe quel jeune de 20, 21 ans qui a vraiment beaucoup lu là-dessus. Oui, on la voit à l'école, mais tu sais, il faut que je remette les choses. Ben, faut que je remette les choses en contexte. Tu sais, Butch, par exemple, c'était en plus de jouer au hockey quand il a commencé, c'était un apiculteur. Donc, il y avait des abeilles, il y avait des ruches, il produisait du miel.
Ben ça, le miel lui a sauvé d'aller à la guerre. Parce que le miel était considéré comme une ressource importante dans la guerre. Ben non! Ben non! Fait que ça l'a sauvé d'aller, parce que Bush était célibataire, là, donc Bush n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié, donc ça aurait été un des premiers à être appelé. D'ailleurs, il a fallu qu'il envoie des lettres, il avait dû se défendre par rapport à ça pour expliquer là, c'était quoi son métier, puis pourquoi il pouvait pas juste demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. L'histoire du hockey, aussi simple qu'on regarde ça, quand Bush a commencé, il n'y avait pas de ligne rouge. Okay. La ligne rouge est arrivée durant les années à Butch. Il n'y avait pas de Zamboni quand Butch a commencé. La Zamboni est arrivée à la fin de la carrière. C'était des personnes, il y avait à peu près une dizaine, 8 à 10 personnes qui poussaient des genres de scrapers avec des barils d'eau chaude qui passaient sur la glace. Ils faisaient ça à la main. Ça prenait beaucoup plus de temps et ça prenait beaucoup plus de main-d'œuvre. T'imagines qu'on faisait ça pour la Force de Montréal? On s'en sortira pas. Mais ça, pour moi, c'est important d'expliquer ça parce que les gens, surtout les jeunes, voient le hockey d'aujourd'hui en prenant pour acquis que tout ce qu'ils voient a toujours existé, ce qui est vraiment pas le cas. Oui, la Zamboni, ça fait quasiment 70 ans de c'est là, mais ça n'a pas toujours été là. Puis ben justement, Bush a joué à cette époque-là. L'histoire du Canadien, elle est racontée également là-dedans, que ce soit par les retraits des numéros que par la dynastie qu'il n'était pas non plus à l'époque. Ben, c'est important pour moi de mentionner tout ça, de mettre tout ça en contexte, dans quelle époque il a joué, qu'est-ce qui se passait au Québec, qu'est-ce qui se passait dans le hockey, qu'est-ce qui se passait chez le Canadien de Montréal. Donc, c'est pas juste l'histoire de Bush, c'est vraiment l'histoire de tout ça que les gens vont pouvoir découvrir, apprendre ou se remémorer pour les plus vieux ou pour les plus érudits qui ont déjà lu sur ces différents sujets. M'en vais au musée. Le musée s'appelle Émile Butch Bouchard, le roc de Gibraltar du Canadien de Montréal. Hey! Mais ce serait nice, though, par exemple, tu sais, une affaire je sais que j'ai fait une affaire avec le musée des Beaux-Arts de Québec, là. Mais tu sais, toutes ces histoires-là, man, ils devraient être, comment dire, là, transformés puis adaptés à tu sais, là, tu le fais avec le livre parce que les gens vont pouvoir avoir accès au livre, mais tu sais, aller plus loin que ça, tu sais, les Canadiens, ben, je pense qu'ils recommencent là à acknowledge leur histoire puis tout, là, mais tu sais, Bouchard, si t'en parles pas, on n'en parle pas, là. Non, puis tu sais, le Canadien, puis c'est drôle, pour vrai, j'ai absolument rien contre le Canadien, mais tu vas comprendre la corrélation que je vais faire. Le Canadien de Montréal, des fois, c'est un peu comme la WWE. Ouais. Ils vont expliquer leur histoire comme ils veulent l'expliquer. C'est pas nécessairement l'histoire, c'est pas nécessairement la vraie histoire. Tu sais, moi, Butch est devenu capitaine du Canadien, right? Il a été pendant plusieurs saisons. Puis juste avant, l'histoire, le Canadien de Montréal va te dire que Toe Blake a été capitaine, ensuite Bill Durnan a été Bill Durnan a été capitaine, puis ensuite ça a été Butch. Mais dans les faits, Bill Durnan et Toe Blake ont été capitaines en même temps. Ils ont été les deux capitaines, ils ont été co-capitaines. Moi, j'ai eu accès, là, il y a un historien du Canadien qui s'appelle Carl Lavigne qui m'a fourni qui m'a fourni toutes les feuilles de match. Tu sais, les feuilles là, à la fin avec les statistiques de chaque joueur, puis il m'a fourni, il y a les originales de tous ces matchs-là. Et il me les a fournis pour la saison où je voulais justement vérifier qui était capitaine. Et quand tu regardes ça, puis que tu compares ça avec les photos de l'époque dans les journaux, tu t'aperçois qu'il y avait deux joueurs qui avaient le C sur leur chandail, Toe Blake et Bill Durnan, qui était le gardien de but, en même temps, dans le même match. Et ça, le Canadien te l'explique pas. Le Canadien te dit que la première fois qu'il y a eu deux capitaines, c'est à la fin des années 80 avec Guy Carbonneau et Chris Chelios. Puis c'est faux. C'est arrivé, je pense que c'est 46, 47 l'année,
c'est arrivé cette année-là. L'année d'après, c'était Toe Blake tout seul qui était capitaine. Il a été blessé. Puis là, bon, ben finalement, la saison d'après, c'est Butch qui est devenu capitaine. Mais ça, pour moi, tu le sais, j'ai un souci de l'histoire, j'ai un souci de raconter l'histoire de la bonne façon. J'ai un souci également de debunk les histoires qui sont fausses. Puis ça, avec le géant ferré, ça a été beaucoup de ça. Donc, moi, j'arrive avec Butch, puis moi, je vais raconter la vraie histoire. Et je me fierai pas juste à un site web ou je me fierai pas juste à une entrevue. Je vais aller pousser plus loin mes recherches. Puis ça fait en sorte que il y a des histoires qui sont racontées par une organisation, puis si c'est pas la bonne histoire, ben moi je vais raconter la bonne histoire. Je veux dire, c'est rien contre le Canadien comme j'ai rien contre la WWE, tu comprends? Mais moi, c'est pas ce genre de livre-là que je fais. Moi, je fais un livre avec des recherches et avec l'histoire qui est la plus vraie de la réalité et non pas juste une que je vais prendre sans vérification. Fait que le monde, je pense, va en apprendre beaucoup. Puis même ceux qui pensaient en savoir beaucoup, je pense, vont en apprendre encore plus. Et ça, pour moi, c'est en bout de ligne, c'est ce qui me rend le plus fier. C'est quand quelqu'un, tu sais, un vieux de la vieille, là, un André Rousseau, un Bertrand Raymond, tu sais, quelqu'un comme ça, qui, à la lutte, un Jim Ross, tu sais, un Jim Cornette, qui vont me dire, hey, j'en sais beaucoup, là, j'en ai appris à la lecture de ton livre. Ben, à date, c'est un peu ce que j'ai comme commentaire pour Butch. Puis c'est un peu ça aussi le but, quand j'ai commencé l'écriture. Ben, j'encourage tout le monde à aller chercher le livre de Pat sur Émile Bouch-Bouchard, puis pas juste ça, aussi aller chercher la 8e merveille du monde sur André le Géant. Ça, c'est autre chose. Puis, tu sais, il y en a pas, Pat a écrit plein de livres, mais je vous dis, là, vous allez pas être déçus. Puis quand tu vas à la librairie locale, t'en achètes 2. T'en achètes 2. Un pour toi, un pour donner. T'en achètes 2. N'achète pas un. T'es selfish? Est-ce que t'es selfish? Surtout que j'imagine que je sais pas quand le podcast va être diffusé, mais j'imagine qu'il va être diffusé avant Noël. Ben oui. Ça veut dire qu'il y a des cadeaux de Noël qui peuvent se donner, là. Yo, cadeau de Noël facile, pas cher, puis full le fun. Il y en a qui m'ont dit, je l'ai mis sur ma liste. Je l'ai pas encore acheté, mais il est sur ma liste, donc il y a quelqu'un dans ma famille qui va me l'offrir. Ben, je dis tant mieux, ça c'est parfait. Ça, c'est parfait, tu sais. Mais ben oui, c'est un beau cadeau de Noël. Puis ben j'espère que les gens vont l'encourager. Tu sais, c'est mon premier livre sur le hockey. Yeah. Fait que je suis bien fier du résultat. Puis j'espère que les gens vont autant aimer l'histoire de Butch et l'histoire que je raconte là-dedans que moi j'ai eu du plaisir à l'écrire. OK, puis rapidement, qui gagne la coupe? En quelle année? Ah, tu veux dire maintenant? Oui. Je pensais que tu allais me dire qui gagnait la coupe en 56. Oui, qui gagne tu sais qui a gagné la coupe en 1961? En 1961, je pense que c'est les livres sur les Hawks, mais je vais y aller avec les Leafs. Il n'y a pas de livre sur les Hawks, c'est un. Je vais y aller avec les Leafs. Et là, je fais la vérification en même temps. Ah non, c'était les Hawks, tu vois. Ah! OK, attends. Pas loin. 1967. Non, pas 67, c'est facile. 1970... 73. Ouais, c'est ça, 73. 73, c'était... 73, c'était le Canadien. Yeah! OK. Ouais. 1983. 83, ça, c'était les Islanders. Yeah! OK, attends. 1952. 52, c'était les... Ah, c'était-tu les Red Wings? Ouais! OK, un dernier. 2008. 2008, c'était les Pingouins? Non, les Red Wings! Ah, les Red Wings. Fait que toi, t'es meilleur dans les trucs de vieux que les trucs de jeunes. Ah oui, mais ça, il n'y a même pas de doute. Là. Puis la lutte, c'est la même chose. Là. T'es bien meilleur que moi. T'es bien meilleur que moi pour parler, mettons, de qui a gagné le Rumble en 2012 ou en 2007. Mais moi, je peux te donner la date de naissance de Mad Dog Vachon, tu comprends? Ouais. On dirait que mon cerveau fonctionne par compartiment, puis le plus récent et reste moins, on dirait, dans ma tête. Ce que j'ai vécu reste moins dans ma tête. Peut-être parce que je l'ai vécu
Donc, j'ai moins lu et moins étudié ça. Tu sais, dans une autre époque, t'as pas le choix de lire si tu vas être capable d'en parler vu que tu l'as pas vécu. Puis on dirait que ça me reste plus dans la tête que les plus récents. Puis visiblement, ben, c'est la même chose avec le hockey. OK, mais là, on a fait 45 minutes, là, on devait en faire 30. Comment ça, on devait en faire 30? Moi, tu m'as jamais donné de moi, je fais tout le temps 30 minutes. Ben mon Dieu, j'apprécie 15 minutes de plus. Mais non, mais tabarouette, là. Moi, il faut que j'aille au musée pour vrai, là. C'est pas une joke, je m'en vais au musée. Tu s'en vas au musée live? Mais attends un peu, je vais te dire exactement qu'est-ce que je m'en vais voir. Qu'est-ce qu'on va faire au musée? Ben, je m'en vais regarder des trucs. Ben voyons, toi. C'est sûr que tu vas pas là tout seul. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'a fortement encouragé à aller au musée. Quoi? Pat, je vais t'envoyer mon billet, là. J'ai acheté un billet tantôt pendant que je te parlais. Je m'en vais au musée. Ça m'a coûté 16 $. Je m'en vais voir Général Basquiat. J'ai acheté mon billet. Je m'en vais au musée. Tu sais qu'il y a une limite à pousser à se créer des dépenses pour les impôts. Hein? Tu vois, ça, c'est une bonne fin. Ça, c'est une bonne fin pour toi. OK, bye. C'est fini. Ciao, bye. Yeah! Très nice avec Pat. J'espère que vous avez autant appris que j'ai appris. Puis j'espère que vous allez aller vous procurer le livre. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Donc, le livre sur Émile Boulbouchard, j'allais dire la 8e merveille du monde, qui est disponible partout en librairie. Mais j'ai encore dit la 8e merveille du monde, je suis même plus de le dire. Mais le livre sur Émile Boulbouchard, la biographie, écoute, je connais Pat, je sais comment il est intense dans la vie, dans le bon sens. Puis c'est ce qui fait que son travail est tout le temps de classe supérieure à ce qui se fait ailleurs. Pat, c'est un gars qui est dévoué, un gars qui travaille extrêmement fort, qui se donne, qui suit ses convictions, qui suit ses feelings, ses passions. Puis je sais que le meilleur est à venir pour lui. So, vraiment pump que son livre marche bien en ce moment. Puis sans restriction, on peut donner un petit coup de main, un petit coup de pouce pour que ça marche encore mieux. Faisons-le ensemble, right? Nouvelle de la force, ça se passe bien actuellement. Bon, c'est sûr que ça n'a pas été comme on voulait à Buffalo, mais là, on a eu une semaine off parce que c'était la semaine des championnats. Tous les gens des équipes nationales retournaient dans leur pays pour pratiquer. Donc, c'est un break que tout le monde a. Nous, on en a une qui joue pour la Hongrie, Taylor Baker. Donc, T est retourné à... c'est en France que les filles s'entraînaient pour les matchs hors concours, donc je suis très content de pouvoir voir Taylor, de pouvoir jaser avec elle, de pouvoir jaser avec elle à distance, puisque moi j'étais naturellement à Montréal, Quaticook, Sherbrooke, je me suis un peu promené pour Agouonli, mais non man, j'étais très pump pour vrai, j'étais très pump, puis c'était une belle semaine de pratique pour les filles. On a eu la visite de jeunes filles de Verdun qui sont venues regarder la pratique, qui vont être présents au match en plus. On a eu plusieurs belles activités comme ça. T'sais, nos réseaux sociaux, suivez-nous. Ça bombe tout le temps. Là, les vidéos d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes qui dansent, c'est en train de bombe en ce moment. So, c'est quand même le fun. Je trippe à avoir autant de gens à avoir du fun avec la force de Montréal, tu sais, de prendre des photos de leurs casquettes en voyage, de quand ils rencontrent les joueuses, que j'entends des rencontres. Tu sais, c'est un projet qu'on a comme sur une feuille blanche de papier puis qui prend forme, qui a pris forme puis qui prend forme comme on le veut un petit peu plus à chaque jour. Maintenant, je suis pumped, man, puis j'espère que ça va continuer. En fait, je sais que ça va continuer. Puis je suis très très fier de mon équipe de hockey, puis les prochaines nouvelles vont être positives, les prochains moves vont être positifs aussi. Là, il faut juste jouer au hockey le plus souvent possible, puis essayer d'aller chercher un momentum. Le match d'ouverture le 26 novembre, 27 c'est le deuxième, ça c'est les matchs d'ouverture à la maison, donc très 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 content. Puis on se reparle la semaine prochaine. Je suis en train de travailler sur quelqu'un que j'aime beaucoup, donc et puis une autre personne que je vais vous faire découvrir. On va recommencer à prendre de l'avance, on va recommencer à aller en studio. Là maintenant que tout est quand même placé avec la force, on se
cogner du bois, là, mais qu'une affaire d'imbécile arrive, là, mais tout est quand même placé avec la force, donc je peux me permettre d'aller en studio un petit peu plus, là. Donc, vous allez entendre ma douce voix dans un micro un petit peu mieux fait, dans un environnement plus stable, puis avec les gens face à face. Donc, je vous aime fort, man, puis on se parle bientôt, baby!